Salut les terriens. Bon, j'espère que vous êtes en forme parce que nous allons inspecter de fond en comble les travaux finis de la Starbase et il va falloir s'accrocher parce que c'est un sacré chantier. Que ce soit sur le site de construction, sur le site de lancement, à Massey's ou encore sur la Highway 4, la route qui relie les différentes parties de la Starbase, eh bien pas un seul mètre carré n'est épargné et ça bosse absolument partout pour espérer effectuer au plus vite le deuxième tir du Starship. Bon, je vous avoue que juste après le premier tir orbital, je m'attendais à ce que la pression retombe un petit peu sur la Starbase, mais finalement, on vit une période absolument fascinante grâce aux équipes de SpaceX qui ne lâchent absolument rien. Alors allons voir ça de plus près, c'est parti, on décolle pour Boca Chica. On commence avec les news légères, ou devrais-je dire électriques de la semaine. Si comme Jana vous vous demandez d'où les Raptor V3 tirent leur puissance, eh bien ne cherchez plus, on a trouvé. Ils sont directement branchés sur les forces de la nature. Ça expliquerait pas mal de choses. Et puisqu'on parle de forces de la nature, sachez qu'Ezekiel Overstreet, en bon inspecteur des travaux finis, a voulu vérifier si les tuiles du Starship étaient aussi solides qu'elles en avaient l'air. En gros, vérifier si elles étaient capables de résister à des températures extrêmes. Après s'être brûlé 2 fois de suite, il en est arrivé à la conclusion que oui. Bon, merci pour ta contribution Ezekiel, mais franchement, je ne pense pas que le jeu en valait la chandelle. Ho ho. Bon, un peu de sérieux, pendant ce temps-là, et pendant que je fais des jeux de mots pourris, sur le site de lancement de la Starbase, de jour comme de nuit, c'est un sacré chantier. Sous la table orbitale, comme vous pouvez le constater, les machines et les ouvriers évoluent dans la poussière et dans la boue depuis des semaines maintenant. Et au-dessus de leur tête, la grue s'active pour hisser et acheminer les nouveaux starters Quick Disconnect qui se différencient notamment des anciens par leur tuyauterie de plus gros diamètre. L'étape suivante sera la coulée de la dalle de béton dûment ferraillée et consolidée qui servira de support au futur bouclier thermique actif toujours en phase de fabrication. Un peu plus loin, les premières structures nécessaires à l'installation des réservoirs horizontaux chargés de remplacer ceux verticaux de la ferme à ergols ont été entreposés à même le sol. On a d'ailleurs tendance à l'oublier, mais la réhabilitation et donc la réorganisation du parc à réservoirs est l'un des chantiers cruciaux des prochains mois, même s'il est moins spectaculaire que ceux qui ont lieu au pied de Mekazila. Puisqu'on parle du loup, Mekazila, et bien justement on aperçoit les anciennes armatures de la cage d'ascenseur qui servaient pour la maintenance de la tour. Elles ont été retirées suite à l'accident du 16 avril dernier, juste avant la première tentative de tir orbital. Lors d'un orage, le contrepoids du dispositif avait en fait cédé et chuté tout le long de la colonne verticale du monstre d'acier. Un nouvel ascenseur a lui été livré le 22 mai dernier et l'a remplacé depuis. La tour avait également subi des dégâts sur ses panneaux chargés de protéger ses flancs, mais eux aussi ont été remplacés. On va se rendre sur le site de construction, mais avant faisons d'abord un tour de la Highway 4. Une tranchée gigantesque a été creusée le long de cette voie afin d'installer des lignes électriques en remplacement des groupes électrogènes. Notez que ces derniers ont été rapatriés dernièrement alors qu'ils servaient à alimenter en partie les moteurs de la ferme à ergols ainsi que le treuil de levage des bras de la tour. Pour rappel, cette route avait été sacrément endommagée, mais des travaux ont rapidement été engagés pour réparer les dégâts causés par la première tentative de tir orbital. Allez, nous voilà arrivés sur le site de construction et on fait un point rapide sur les prototypes. Le S26 et le S27 attendent toujours sur le Rocket Garden, accompagnés du B10, du B4, du S15 et du S20. Et voici le 5e, le 23. Et une petite parenthèse, le Rocket Garden mérite-t-il d'ailleurs toujours son nom, parce que certes, jadis SpaceX y exposait ses prototypes dépassés, la plupart du temps destinés à être découpés pour une retraite anticipée, ou pour un recyclage en bonne et due forme, mais désormais cette partie du site de construction sert plutôt de zone de transit, une sorte de parking à ciel ouvert où les boosters et les vaisseaux viennent patienter tranquillement avant de débuter leur campagne de test. On peut aussi donner l'exemple du B10 qui attend toujours sur le Rocket Garden le feu vert pour son transfert sur le site de Massey's. Bon, pendant que ces aînés se dorent la pilule, une section du B12, ici sur les images de l'Appadré, a été aperçue non loin du Mega Bay, le hangar dans lequel les nouveaux grid fins du B11 ont été installés. Ce prototype sera d'ailleurs désormais bientôt apte pour le vol, reste à déterminer avec quelle version du Starship il devra s'accoupler. Peut-être avec le S29, qui sait, d'ailleurs ce prototype continue de rassembler ses pièces éparses, à l'image de cette section de poussée rapatriée dans le Hyde Bay. Tandis que sur le pas de tir suborbital, les équipes de SpaceX assemblent des tuyaux dont on ne sait pas encore exactement à quelle infrastructure de la Starbase ils sont destinés, le S-25 lui continue de se faire bichonner sur le pas de tir suborbital B, en attendant les prochains tirs statiques qu'il devra passer avec succès pour espérer un jour tutoyer l'espace.
Nous l'évoquions récemment, et ça c'est pour les retardataires, le S-25 sera l'heureux élu avec le B9 pour la prochaine tentative de vol. Il aurait été tout de même étonnant que SpaceX mette au rebut un vaisseau techniquement achevé, alors que la campagne de tir à venir sera une grosse consommatrice de prototypes en tout genre. Pour l'instant, il est harnaché par la grue, dispositif qui, je le rappelle, permet de sécuriser le travail des ouvriers, et au passage, notez que son bouclier thermique n'est pas complet et qu'il lui manque encore quelques tuiles sur son ventre. Qui sait, c'est peut-être celle qu'Ezekiel Overstreet, dont je parlais en tout début de vidéo, a arraché pour ses tests de résistance. Parlons maintenant des dernières livraisons sur la Starbase. Ces plaques d'acier appelées pales planches que vous voyez sur ce camion, destinées à être plantées à la verticale dans le sol, vont jouer un rôle déterminant pour le chantier du pas de tir, en isolant totalement dans la profondeur du sol un périmètre de terrain. En gros, elles permettent de stabiliser et de sécuriser le sol qui, pour rappel, est sablonneux à cet endroit, donc instable pour les grandes structures puisque le site se situe sur un terrain lagunaire. À cet endroit, si vous creusez seulement quelques mètres en profondeur, eh bien de l'eau s'accumule rapidement dans le trou qui est fait. Donc on utilise pour ça ces plaques censées consolider l'excavation, limiter les infiltrations et donc sécuriser la zone pour le travail des ouvriers. Il est par contre difficile à ce jour de dire si leur rôle est limité à la phase chantier ou si elles resteront en place définitivement. On l'évoquait la semaine dernière, la nouvelle grue Liebherr LA11000 de SpaceX n'est pas vraiment novice justement. En provenance du KSC, elle a été livrée sur le site de Boca Chica à vitesse grand V, pour finir également à vitesse grand V, la construction du second Megabay. C'est donc une transition parfaite pour parler un peu de ce bâtiment qui pousse comme un champignon sous stéroïdes, avec ici la deuxième section de l'édifice, ainsi que des cloisons qui viennent s'ajouter, le tout à une vitesse vraiment impressionnante. Pour info, le bâtiment est d'abord préassemblé sur le site de Sanchez, le site qui jouxte le site de construction, avant d'être transporté en différents morceaux et installé sur place, juste à côté du tout premier Megabay. Bon, SpaceX ne fait pas dans la dentelle, c'est le moins que l'on puisse dire pour le prolongement de sa future Star Factory, un bâtiment immense qui nécessite la destruction pure et simple à grands coups de pelleteuse et de machines réservées d'habitude à l'excavation, pour démolir au plus vite les anciennes structures. Après 4 ans de bons et loyaux services, le Lobé, construit en 2019, a été démoli la semaine dernière, donc à vos mouchoirs, en tout cas pour ceux d'entre vous qui suivent avec nous les avancées de la Starbase depuis quelques années maintenant. Encore une structure donc qui doit céder sa place à la gigantesque Star Factory en devenir, une page se tourne à Boca Chica. Allez, arrêtons de penser au passé et regardons justement vers l'avenir, pendant que certains bâtiments se voient décimés à coups de pelleteuse, d'autres accueillent dans leur ventre de métal des embryons de HLS. Et oui, ça pouponne sec sur la Starbase, il semblerait bien que l'ancien nez du S-22 ait été choisi pour servir de cobaye au nouveau dispositif. Le nez de cet ancien prototype a été ouvert, vidé de son contenu, afin de recevoir la plateforme destinée à déposer l'équipage sur la surface de notre satellite, celle que nous évoquions la semaine dernière. En déroulant le fil des Ring Watchers sur Twitter, qui surveillent attentivement les sections des prototypes bien rangées sur le site de construction, et non sur le site de lancement, petite coquille de la semaine dernière que je rectifie ici, eh bien il semblerait qu'ils aient découvert quelque chose de suspect. En effet, une section étrange, probablement destinée à une version HLS du vaisseau, a été aperçue avec tout le long de la circonférence, ce qui ressemble fortement à des emplacements prédécoupés, destinés à former de futures fenêtres. Alors attention, rien de sûr ici, ce ne sont que des suppositions, donc comme toujours, affaire à suivre. Chrome Kiwi, un passionné du programme Starship, un de plus me direz-vous, ne soyez pas blasés, a reconstitué le puzzle de plaques et poutres d'acier aperçues sur le tarmac de la Starbase. Selon lui, ce sont les différentes pièces d'une future rampe, elles seraient toutes estampillées du label Flame Diverter. Donc, puisqu'il est question de déflecteurs de flammes et de protection du pas de tir contre la surpuissance des Raptors, revenons un peu sur le plancher refroidissant. L'assemblage de ce dispositif se poursuit sur le site de Sanchez, avec notamment l'arrivée de nouvelles pièces qui pourraient bien trouver une place dans le dispositif tel que l'imagine The Space Engineer ici. Pour l'explication, The Space Engineers s'est amusé à localiser sur site les pièces de ce puzzle géant que constitue ce système chargé de refroidir le dessous de la table orbitale. À l'heure où je réalise cette vidéo, il existe encore plusieurs interprétations et donc variations possibles dans le design de ce bouclier thermique, donc pour ce qui est du choix définitif de SpaceX, il faudra encore attendre un peu. Grâce à Mauricio de RGV Aerial Photography, nous pouvons apprécier les progrès accomplis depuis la semaine dernière pour le stand de test destiné aux boosters sur le site de Massey's. Les fondations semblent maintenant achevées et on ne devrait pas tarder à voir apparaître les premières structures du stand sur le site d'ici quelques jours. Toujours à Massey's, le 23 et 25 mai dernier, le S26.1, installé sur le Can Crusher non loin de la section test NC31, était mis à l'épreuve lors de tests cryogéniques. Des essais qui semblent avoir été concluants puisque cette section n'a pas été endommagée, contrairement à d'autres qui n'ont pas eu la même chance. Comme vous pouvez le voir, le B6 n'a pas survécu au dernier test, et si on zoome un peu, on peut voir les endroits où les FTS ont été installés.
L'essai a bien mené à la rupture franche de la paroi du réservoir, mais ceci sera-t-il suffisant pour une destruction totale instantanée en plein vol du vaisseau complet ? D'autres essais et simulations seront probablement nécessaires avant de recevoir une approbation officielle de la FAA. Cette semaine, on peut remercier Greg Scott qui a pris l'hélico pour un survol de la Roberts Road en Floride et le soutenir dans son travail en le suivant sur Twitter, car nous avons grâce à lui enfin quelques nouvelles de la Starbase du Kennedy Space Center qui, je dois bien vous l'avouer, fait quand même grise mine. L'endroit semble avoir été dépossédé de son matériel et de ses ouvriers, à l'image de cette grue que SpaceX a rapatriée depuis la Floride jusqu'au Texas. En bref, la Starbase du Kennedy Space Center en Floride semble bien morte et l'on se demande véritablement si elle sera destinée à grandir ou non, affaire à suivre comme toujours. Allez, comme chaque semaine, on répond à quelques-unes de vos questions et je vais commencer avec celle de Sylvain Clément qui m'a fait sourire en supposant, avec des pincettes, que la destruction du pas de tir par les Raptors aurait pu être volontaire de la part d'Elon puisqu'il fallait de toute façon réviser complètement le Stealth Zero. Donc merci Sylvain pour cette remarque, décidément cette première tentative de tir orbital continue d'interroger, je prends bien sûr ta question avec tout l'humour qu'elle sous-tend, mais il y a un fond de questionnement qu'elle permet d'aborder de façon raisonnable. Bon, tout d'abord, et blague à part, je doute que des travaux de terrassement réalisés à l'aide de 33 Raptors reviennent moins cher qu'avec des bulldozers, ça c'est clair. Le calcul d'Elon, si calcul il y a plutôt été centré sur l'acceptation d'un risque de dégradation importante du pas de tir. Si je détaille un petit peu, le site de Boca Chica est le premier pas de tir conçu pour le Starship. S'agissant d'un projet totalement novateur et en rupture avec tout ce qui précède, le design initial comportait des choix arbitraires qui ont ensuite un peu pénalisé la poursuite des travaux. Nous avons ainsi déjà longuement rappelé la trop grande proximité de la ferme à ergols, l'absence d'un vrai système de déluge, l'absence d'un déflecteur de flammes, la grande proximité des étendues sableuses ou encore l'occupation des sols un peu erratique. Enfin bref, ces défauts congénitaux du site de lancement auraient de toute façon nécessité par la suite des reprises d'ampleur au niveau du génie civil du site. Citons par exemple le bouclier thermique métallique refroidi à l'eau et qui n'avait pas pu être installé à temps car les sols entourant la table orbitale étaient sillonnés de façon un peu anarchique par des galeries souterraines et de tuyauteries qui auraient mieux fait de ne pas s'y trouver. Il est raisonnable de penser que notre cher Elon avait tous ces paramètres en tête avant d'appuyer sur le gros bouton rouge. Le risque pris a donc finalement été d'accepter une possible destruction d'équipements qui de toute façon posait problème pour le développement ultérieur du site. On connaît la suite, c'est donc l'épique épisode du premier tir qui a fait le choix de ce qui allait rester ou pas. Les travaux intenses qui se déroulent depuis quelques semaines à Boca Chica confirment bien que le design du pas de tir et de son périmètre proche va fortement évoluer. Les nouvelles directions prises en tout cas vont dans le bon sens, même si seule une prochaine épreuve du feu dira si celles-ci sont suffisantes ou pas. Allez, j'enchaîne avec la question de Marius. Si lors d'un lancement, le démarrage est difficile et SpaceX constate que finalement 4 moteurs ne s'allument pas, peuvent-ils annuler le lancement après l'allumage de juste 29 moteurs ? Eh bien, merci Marius pour ta question qui est pertinente en effet, et y répondre avec certitude est difficile. Nous ne connaissons pas les procédures de lancement de SpaceX en détail, mais ce point y est probablement abordé. Nous savons par contre de la bouche d'Elon que 3 moteurs détectés défaillants constituent un maximum tolérable avant d'allumer le feu d'artifice géant. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé lors du premier vol, ceci représentant un peu moins de 10% de la poussée totale. Le handicap de la perte de certains moteurs est donc surmontable, mais par contre nous avons clairement vu au travers des premiers mètres parcourus par le vaisseau que l'inclinaison de celui-ci n'était pas normale. En cause, la répartition des moteurs défaillants. Cette répartition de la poussée était également un paramètre primordial pour la sécurité du vol. On l'a déjà évoqué et détaillé, l'allumage des moteurs est réalisé selon un timing échelonné, minimisant les contraintes mécaniques sur la structure du vaisseau. Quand le top allumage est donné, la séquence se déroule automatiquement, et effectivement, un ou plusieurs autres moteurs, sans raison prévisible, peuvent rater leur allumage, mais il est inenvisageable à ce moment précis d'arrêter brutalement tous les autres moteurs qui sont déjà en train de soulever le vaisseau, car il y aurait alors un risque de perte d'équilibre et de basculement de l'appareil. Ce dernier doit donc décoller coûte que coûte et s'éloigner rapidement du pas de tir pour limiter les éventuels dégâts en cas d'explosion. Bon, chaque moteur est observé individuellement par un système de protection et de sécurité dont le rôle est de le mettre à l'arrêt de la façon la plus sûre possible en cas de dérive d'un ou plusieurs paramètres surveillés. C'est de toute façon le job de l'ordinateur de bord, car déjà quelques secondes avant le top décollage, c'est lui qui a pris la main sur les commandes. Normalement, l'arrêt d'un moteur défaillant se traduit par la fermeture des vannes d'alimentation en méthane et en oxygène liquide. Cette mesure est là pour éviter, en cas d'explosion du moteur, de continuer à alimenter l'incendie qui en résulte, mais aussi de perdre dans l'atmosphère des précieux ergols. Les images du premier vol du B7 du S-24 nous ont montré, au travers des colorations jaunes ou blanches du panache de flammes dans certaines phases du vol, que des fuites d'ergols s'étaient probablement produites suite aux diverses explosions subies sur la partie basse du booster.
SpaceX va donc certainement travailler à améliorer la sécurité de ses systèmes d'isolement des ergols afin de fiabiliser davantage son vaisseau, qui pourtant a déjà fait preuve d'une belle volonté de survivre. Pour terminer, je vais regrouper les questions de Kurzweber, Annie Bale, Geek Concept et Jim Lovell, puisque vos questions se recoupent au sujet d'une réponse qu'on a apportée il y a 15 jours dans le journal de la Starbase. En tout cas, le son du Starship a fait beaucoup de bruit dans la communauté, sans mauvais jeu de mots, et dans un précédent journal de la Starbase, on avait abordé le sujet du bruit occasionné par le décollage de fusées et envisagé le bruit maximal possible mesurable sur Terre. Une clarification s'impose peut-être, dans l'idée je parlais du bruit au sens d'onde sonore, c'est-à-dire de mise en vibration de la masse d'air qui lui sert de support. Et si nous parlons d'onde, il s'agit bien d'une oscillation périodique de la pression autour d'une valeur moyenne, la pression atmosphérique dans laquelle nous vivons. Nous avons vu que si la demi-oscillation supérieure de la vaguelette sonore ne rencontre pas de limite physique en compression, il n'en va pas de même pour sa demi-sœur inférieure qui bute quant à elle sur le seuil de pression zéro. Ce phénomène fait que si la source sonore continue à apporter de l'énergie, le bruit correspondant ne peut plus être porté par l'air ambiant sans une forte déformation, un peu comme un poste de radio dont on force le volume à fond et qui distord le son de façon insupportable. Nous fixerons donc la limite haute d'un niveau sonore à cette valeur maximale, au-delà de laquelle on sort du domaine du son pour entrer dans autre chose. Vous avez donc tout à fait raison dans vos remarques. Il est évident pour tous que lors d'une explosion ou d'une détonation, les niveaux de compression de l'air atteignent des sommets bien supérieurs, mais le décibel n'est plus la bonne unité pour les caractériser. Nous entrons ici dans le domaine des ondes de choc, qui ne sont plus des phénomènes périodiques comme le son. Ici, il n'y a plus de limite, et seule la valeur maximale de la compression de l'air est prise en compte. Un point important à ne pas oublier, la vitesse du son dans l'air est en moyenne de 343 mètres par seconde au niveau de la mer, alors que le front d'onde dans une détonation se déplace au début à une vitesse pouvant dépasser les 10 000 mètres par seconde pour les explosifs les plus puissants, ce qui leur confère d'ailleurs leur pouvoir destructeur, car le phénomène physique n'est tout simplement pas le même. Heureusement pour nous et nos oreilles qui n'y résisteraient pas, l'onde de choc perd progressivement son énergie en se dispersant dans l'environnement, puis en dessous d'un certain seuil, repasse dans le niveau de la propagation du son, avec sa limite de vitesse fixée à 343 mètres par seconde. Une petite précision pour en finir, les gaz sortant des moteurs Raptor ont une vitesse de l'ordre de 3400 mètres par seconde, soit bien au-delà de la vitesse du son, mais il s'agit ici d'une vitesse de déplacement d'une masse de gaz chaud éjectée par la tuyère, rien à voir donc avec la propagation d'une onde, sonore ou autre, qui, rappelons-le, ne déplace pas de masse. Une onde n'est en fait que la propagation d'une oscillation dont le support physique ne se déplace pas. Posez par exemple un petit flotteur à la surface de l'eau et regardez-le monter et descendre au rythme des vagues. La vague avance, mais lui est condamné à rester sur place. Les terriens, j'espère que ce résumé de tout ce qu'il se passe sur la Starbase de SpaceX vous a plu et que les questions que vous vous posez trouvent finalement des réponses qui, je l'espère, ne vont parfois pas trop loin dans les explications. Bon, vous savez que j'attache beaucoup d'importance dans les différentes émissions de la chaîne à toujours vous apprendre quelque chose, ou en tout cas à aiguiser votre curiosité pour la science, que ce soit la physique, la chimie, la mécanique ou l'ingénierie. C'est ça qu'il y a de génial avec l'espace, c'est qu'on touche à énormément de spécialités différentes. En tout cas, si ce n'est pas assez clair, et bien surtout faites-le moi savoir en commentaire. Comme d'habitude, n'oubliez pas le pouce de YouTube, et je vous retrouve vendredi pour l'actualité spatiale de la semaine. Salut les terriens!